Suzanne a 24 ans quand elle a découvert Dormiouz dans les années 70. On lui a raconté que c'était un endroit merveilleux, un village de montagne en fond de vallée avec une vue splendide, de l'eau qui ruisselle de partout. Bon, on y va ? Ouais. Elle en parle à ses amis anglais qui rapidement se joignent à elle. La deuxième communauté de Dormiouz est née. Pas de route carrossable pour rejoindre le hameau. C'est à pied que nous allons le retrouver. C'est pour moi un privilège que de recueillir les souvenirs de Suzanne, de l'écouter raconter sa vie, autant de ses années fondatrices et inoubliables. Bienvenue chez nous. Tu veux... Ça, c'est ta maison. J'ai des moitiés des parts dans la maison. Vous êtes à plusieurs à pouvoir venir dans la maison. C'est une SCI familiale. Ah ok, une SCI. Okay. Oui. Voilà. C'est pas mal. Donc là on est chez toi, Ah bon? n'est-ce pas? Oui. On est chez toi. Donc tu viens ici régulièrement. Oui. Donc tu as habité ici la première fois, c'était quand? Oh, je crois que c'était l'hiver 70-11. La communauté a pris cette maison pour habiter, pour passer l'hiver ensemble. L'hiver avant, j'étais dans une maison plus bas, j'avais une petite pièce Okay. avec un balcon. Et puis quand la communauté a commencé de s'établir, on était ici, sans le meuble, à ce moment-là. Ok, il y avait un seau quand Très même. peu. Non. Il y avait un poêle, oui, Ok. et très peu de meubles. Et c'était une expérience, évidemment. Bon, en tout cas, moi j'aimerais bien que tu me fasses visiter un petit peu le village, que je puisse comprendre et me mettre un petit peu dans l'ambiance de cette époque. Oui. Ouais. Ouais, d'accord. Quand on monte un peu plus haut, on va voir ce qui était la Maison Bleue. Il y avait une maison bleue, On l'appelait la Maison Bleue. comme dans la chanson Avant, de la Maison Bleue de San Francisco. on arrivait avec les ânes, puis il n'y avait pas d'espace privé autour des maisons. Ça fait une grande différence sociale, en fait. Donc, ils nous regardaient avec leurs jumelles, Qui ça? les éleveurs du pays, parce qu'ils restaient là-haut, tu vois, ils ne descendaient pas ici beaucoup, juste quand ils descendaient avec leurs ânes. Donc ils avaient toujours leurs jumelles en regardant ce qui se passait. Ça les amusait aussi, hein. Et il y avait de bonnes relations avec ces éleveurs? Oui, c'est de là, l'oncle Émile Raymond et Jules Mathurin, qui était un oncle de le refuge de l'oncle Émile. C'est un beau bâtiment aussi. Oui. Alors là, tu vois, la décor en rose, là, ça c'était fait par Eliab, l'artiste. Il a resté longtemps, des décennies, en faisant artiste, et puis il faisait ses peintures l'hiver. Et il avait une salle d'exposition qui était là-haut, tu vois. On exposait notre travail là aussi. C'était un petit peu la maison culturelle.
Oui, oui, c'est ça. On tissait, il y avait un métier à tisser qui a été amené par les compagnons de Sukkot. Donc on faisait des sacs tissés en laine et des ceintures tissées. Et puis avec les perles sur cuir qui faisaient un peu des bijoux un peu rustiques. Et on était, personne n'avait le temps. Nous, on faisait les travaux des champs. On avait 5 jardins avec les légumes dedans. Donc, et puis, il y avait un élevage de vaches entre nous tous. Et nous, on a acheté des vaches pour nous plus tard. Donc, il fallait couper le foin à la main, Ah oui. à la faux. Le temple à côté de l'école. Donc maintenant, il y a juste un culte une fois par an. Ouais. Mais autrefois, c'était catholique et puis après, c'est devenu protestante. Et oui, c'était utilisé beaucoup. Il y a une mezzanine et on faisait du yoga et méditation. Les gens du pays se demandaient ce qu'on faisait bizarre dans le temple. Donc on a eu permission d'utiliser l'écurie pour les chevaux et un peu stocker des choses là. Et finalement, je suis très contente d'entendre que ça va être vendu, ou c'est vendu, c'est dans le process d'être sauvé. Mais tu as à cœur que le village continue à vivre. Hein. Je sens que... Oui, il y a une autre vague maintenant. Une autre vague de population qui vient, des jeunes nouveaux venus, et puis les petits-fils et filles du pays. Nous, on avait loué cette maison avec une baille. Mais quand je suis venue, le premier automne, le toit était fait de lauze comme celui-là, ancienne. Et il y avait un trou au milieu, ce côté, un grand trou dans le toit. Et Paul Péchon nous a donné tout de suite, quand on est arrivé, la prochaine jour, il nous a dit, OK, vous pouvez réparer le trou dans ce toit. Et vous pouvez habiter après. Ah ben non, c'est juste travail, quoi. Ah, ok. Oui, on n'a jamais travaillé avec les lauses, on n'a jamais réparé un toit. Qu'il fallait chercher dans les ruines pour avoir des lauses qui étaient en bon état encore. Et puis, imaginez comment on répare un toit. Quand vous êtes venu ici, vous n'étiez pas particulièrement habitué à travailler la terre, à restaurer des maisons, Non. à vous occuper de jardin. Nous étions les gens de la ville, hein, je crois presque tous. Et donc, on n'avait jamais été aussi bien que les gens du pays pour le travail. Hein. C'était toujours comme ça. Hein. Ça n'allait pas changer. Hein. Plus qu'on faisait, on n'allait jamais arriver à la hauteur de puissance de travail que les gens du pays pouvaient faire. Nous étions bien impressionnés par ça, mais notre style de vie était différent. On a pris notre temps. On faisait, parce qu'on était à plusieurs aussi, alors on n'avait pas les mêmes nécessités qu'autrefois de tout faire. Il y avait beaucoup de pression pour l'hiver quand même. Il fallait
couper le foin à la main, rentrer le foin pour les vaches, pour l'hiver, pour avoir du lait, rentrer le bois pour l'hiver. Donc ça, c'était une pression, c'est vrai, mais on a réussi de survivre comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait de valable ici? Peut-être juste qu'on a quand même fait des réparations très nécessaires à ce moment-là aux maisons, voilà. Donc on a fait le pont entre les gens du pays qui sont partis dans les années 50 et puis petit à petit les descendants du pays qui reviennent. Et voilà, ils ont fait un très beau travail avec la rénovation là. Donc là, on va au 3e niveau du village. Oui, où les gens du pays avaient continué d'y habiter. Ouais. Donc dans la communauté, il y avait les vaches, et les chèvres. Plus tard, on avait acheté juste 2 ou 3 chèvres pour essayer. Mais c'était pas, on n'a pas bien acheté des bons. Ils donnaient pas beaucoup de lait. Tu vois, c'est toute une question d'apprendre ces choses, comment tu achètes un bon chèvre. Mais on avait des bouquins. On avait toute une petite, assez grande bibliothèque sur le sujet de retour à la terre, comment on faisait des choses. Hein. Il y a beaucoup de ces livres venaient des États-Unis à ce moment-là, parce qu'ils étaient en avant avec ce mouvement de retour à la terre. Il y avait un catalogue, s'appelait le Whole Earth Catalogue. J'ai le dernier exemple de ce catalogue à la maison, où ça disait comment faisait des choses avec peu d'énergie, comment faire beaucoup de choses, tu vois. Et ça m'intéressait même avant que je suis venue ici. Quelles étaient les valeurs de la communauté? Pas de leader, qu'on travaillait quand on avait envie, mais en même temps on voyait que c'était nécessaire de faire du travail pour survivre. Donc c'était une bonne tension avec les nécessités de la vie, et les gens pouvaient apprendre pour eux-mêmes qu'est-ce qu'il fallait faire dans une saison courte, finalement. Le fait d'être en communauté, c'était d'abord écologique parce que on utilisait moins de ressources, matériaux, on partageait les choses, donc c'était déjà ça. C'était l'agriculture biologique déjà. Donc ça, c'était une grande valeur qu'on avait avec compost, des tas de compost. Et on était conscient de ça. Quel était ton rôle un peu dans la communauté? J'ai initié la communauté, mais on ne peut pas fonder une communauté toute seule, hein, c'est impossible. Mon désir, si tu veux, était pour que ça marchait ici, qu'on avait une bonne entente avec les gens du pays, qui était difficile, il y avait des conflits, donc c'était un peu garder la paix. Cet endroit nous a tout marqué, nous a impressionnés et nous formés dans une façon. Hein. On blaguait un peu, on parlait de l'université de Dormuz, comment on a fait notre apprentissage.
L'écologie, c'est un des thèmes les plus importants pour maintenant. C'est ce qui est en jeu maintenant. Donc ça, c'est important, n'est-ce pas? On avait très peu de ressources ici, exprès, et c'est ça qu'il faut maintenant, qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui se mettent ensemble pour vivre en communauté, en fait, pour économiser sur les ressources, les fuels fossiles, etc.